Lorsque l'occasion se présente pour nous de nous pencher sur le sort de ces grandes batailles qui ont forgé l'histoire de France, on remarque quand même qu'il y a souvent des noms qui reviennent. Il y a Tolbiac, Poitiers, Waterloo, Sedan, Austerlitz, la Marne, et bien sûr il y a Bouvines. Et lorsqu'on regarde cette petite commune qui est située dans le nord de la France, non loin de la frontière franco-belge, on peut quand même ressentir une certaine émotion à l'idée qu'un jour, dans cette petite commune de France, en l'an de grâce 1214, s'est joué ici le destin de la France entière et s'y est déroulé le théâtre d'héroïsme, de chevalerie, mais aussi de trahison, ça il faut bien le dire. Au début du XIIIe siècle, la France est dans un état assez précaire. On va dire que le seul défaut qu'elle a, c'est un petit peu son système féodal. Parce qu'en France, lorsque le roi règne, il règne uniquement sur un petit territoire, pas vraiment plus grand que l'Île-de-France actuelle. Tout le reste est divisé en comtés ou en duchés, même si logiquement, les seigneurs de ces provinces doivent obéissance au roi de France. Ils ont souvent tendance quand même à le mépriser, précisément parce qu'ils peuvent se trouver à la tête de duchés qui sont beaucoup plus puissants que celui du roi de France. Donc, le pouvoir royal, il tient à très peu de choses quand même. Il ne tient seulement à la loyauté de ses sujets. Et disons-le, en fait, le principal vassal du roi de France, c'est le roi d'Angleterre. Tout le monde, bien entendu, a déjà entendu parler de l'Empire Plantagenet. C'est un empire qui n'a d'empire que le nom. N'empêche que ce royaume immense va de l'Écosse jusqu'à l'Aquitaine, et que le duché d'Aquitaine, évidemment, est encore plus grand que notre Aquitaine à nous actuellement. Donc, depuis l'année 1180, un nouvel héritier des Capétiens, c'est Philippe II, dit Philippe Auguste, se présente sur le trône et dès ses 15 ans, il n'aura pas cessé de s'opposer à ses héritiers plantagenets, notamment son vieil ami Richard Cœur de Lion. Philippe profite donc de nombreuses querelles qui opposent Richard à son frère Jean Santerre, et à la mort de Richard en 1199, Jean Santerre monte donc sur le trône d'Angleterre. C'est un moins bon conquérant que son frère, et il a beaucoup de mal avec Philippe Auguste. Donc là, l'intérêt pour Jean Santerre, c'est de former une coalition avec des chevaliers flamands, vous savez, la Flandre, c'est la Belgique et le Nord-Pas-de-Calais actuel, ainsi que le Saint-Empire romain germanique, situé à l'est, sur notre Allemagne actuelle, pour former une coalition capable d'écraser Philippe Auguste, en le prenant de tenaille simplement. Pour cela, il fait aussi appel à certains comtes qui vont se rebeller contre Philippe Auguste. Il y a notamment Renaud de Damartin et Ferrand. L'idée, c'est donc pour Jean Santerre de débarquer au sud, tandis que les chevaliers flamands, eux, attaqueront par le nord. Malheureusement pour Jean Santerre, donc, rien ne va se passer comme prévu, et après avoir débarqué à La Rochelle en 1214, son avancée va être stoppée le 2 juillet de la même année à La Roche-aux-Moines, par le fils de Philippe Auguste, le prince Louis, le futur Louis VIII, dit le Lion. Rassuré et galvanisé par le succès de son fils, Philippe Auguste a installé son camp à Péronne, dans la Somme actuelle, et il est accompagné de ses plus fidèles seigneurs, donc le duc de Bourgogne, le comte de Dreux, les barons d'Île-de-France, ainsi que les évêques de Laon, de Beauvais et Senlis. Malgré cela, les Français sont en très nette infériorité numérique et doivent principalement compter sur des milices urbaines qui sont entre 4000 et 6000. Les chiffres sont très approximatifs. L'armée française a toutefois un atout incontestable, c'est sa puissante cavalerie qui est composée d'à peu près 3000 chevaliers. La coalition formée par Jean Santerre est dirigée par l'empereur Othon IV, qui est l'empereur donc du Saint-Empire romain germanique, et elle aligne environ 15 000 hommes. Elle est composée de chevaliers flamands, de quelques traîtres français, des seigneurs français qui se sont rebellés contre Philippe Auguste, des piquetiers teutons, des archers anglais et aussi quelques mercenaires engagés par le roi d'Angleterre. Et parmi ces chevaliers, il n'y a qu'un seul mot d'ordre qui passe, repérez le roi et tuez-le. Les troupes coalisées vont donc tenter de couper la retraite de Philippe Auguste en l'empêchant de traverser la rivière de la Marque. Et pour cela, il faut prendre Bouvines, qui possède le seul pont qui permet de traverser cette rivière dans cette région. Sauf que là, d'un seul coup de théâtre, l'armée française, qui jusque-là était en fuite, ne traverse pas le pont, mais fait demi-tour pour se ranger face aux coalisés en ordre de bataille.
Othon IV est très surpris par ce retournement si soudain. En effet, il sait que Philippe II est très pieux. Or, nous sommes justement le dimanche 27 juillet 1214 et l'Église interdit formellement à quiconque de guerroyer le jour du Seigneur. Mais pour Philippe Auguste, la situation est quand même particulière. Il estime que son acte est légitime car ça implique de sauver son armée. Et dans ce cas, il pense que ça ne frustrera pas Dieu. Il le dit lui-même à ses compagnons pour leur donner du courage et de l'assurance. Même si les forces en présence semblent avoir déjà résolu le sort de la bataille, les Français ont tout de même un avantage. Ils ont le soleil dans le dos, alors que les ennemis, eux, les coalisés, l'ont bien en face. Et ça, ce n'est pas un avantage de première force, mais ça va tout de même avoir son petit effet. La bataille va donc se dérouler sur 3 fronts. Au centre, Philippe Auguste commande une partie de la chevalerie française et des milices. Sur l'aile droite de Philippe Auguste, il y a une grosse partie des milices communales et des sergents à cheval, champenois ou bourguignons pour la plupart. Ils seront dirigés par l'évêque Guérin et le comte de Saint-Paul. Ils devront faire face au comte Ferrand, un félon français, qui dirige une partie des chevaliers flamands. L'aile gauche française est quant à elle dirigée par Robert de Dreux et est composée de milices, et pourtant ils devront faire face à Guillaume de Salisbury, qui commande les archers anglais, et à Renaud de Damartin, le comte de Boulogne, qui lui commande les chevaliers anglais lui aussi. Enfin, en dernière ligne, c'est la garde royale. Elle a pour but de protéger le pont de Bouvines. La bataille débute donc à l'initiative de Guérin, qui envoie une charge de cavalerie lourde percer celle des chevaliers flamands. Le choc est très brutal, et c'est précisément ce que souhaitaient les Français, tout miser sur l'aile droite pour que l'aile gauche d'Othon soit mise en danger. À la suite de cela, Othon IV décide de mettre en mouvement son aile droite, ainsi que ses troupes. Les Français sont en très mauvaise posture au centre et sur la gauche, les milices urbaines ne parviennent pas à lutter contre les chevaliers flamands et anglais. C'est une vraie boucherie, les combats sont d'une violence atroce. Heureusement pour les Français, le comte de Saint-Paul a su profiter d'une brèche sur l'aile gauche d'Othon et a réussi, avec sa cavalerie, à prendre les troupes de Ferrand à revers. Les chevaliers flamands ne vont pas résister longtemps suite à la violence des charges françaises et leurs lignes vont très vite se rompre. Et à ce moment-là, la panique se répand, les chevaliers flamands vont s'enfuir, à l'exception de Ferrand, qui lui sera capturé vivant. Bon, pourtant l'enjeu de la bataille n'est pas renversé pour autant, et Philippe Auguste a énormément de mal à faire face aux chevaliers allemands et saxons. D'ailleurs, il va s'aventurer trop loin de sa garde et se retrouver encerclé par l'ennemi, avec seulement quelques chevaliers et miliciens pour le protéger. Et lorsque les coalisés se rendent compte que le roi est à portée de main, ils vont tous se jeter sur lui. Les fameux piquetiers dont je vous avais parlé au début vont tenter de désarçonner le roi avec leurs lances. Philippe Auguste tente comme il peut de repousser les assauts autour. Les courageux chevaliers français vont s'interposer héroïquement pour tenter de faire une muraille à leur roi. Mais malheureusement, très vite, une pique va agripper une des grilles du heaume de Philippe Auguste. Les coalisés vont tirer de toutes leurs forces dessus et réussir à désarçonner le roi de France. Inutile de dire que les Français agitent depuis longtemps l'oriflamme, cette grande étendard, pour signifier à la garde royale qu'ils ont besoin de secours au plus vite, parce que le roi ne va pas tarder à mourir. Mais la garde n'arrive pas à percer les lignes teutones, et le roi, qui est tombé de cheval, parvient avec beaucoup de peine à se relever, mais se retrouve de nouveau assailli de tous les côtés, et il est même obligé de se battre avec une lance figée dans son armure. Les Teutons parviennent enfin à le saisir, à l'agripper, et vont essayer par tous les moyens possibles de faire rentrer une lame à l'intérieur de son armure pour transpercer la gorge ou autre chose. Bien sûr, les milices et les chevaliers vont tenter de s'interposer, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à retenir la masse teutonne qui encercle le roi, et sa mort n'est plus qu'une question de minutes. Heureusement, soudain, de manière tout à fait providentielle, la garde royale arrive juste à temps et écarte la masse de soldats coalisés pour remettre le roi en selle. Philippe Auguste, cette fois, a vraiment frôlé la mort de très près, on peut dire qu'il l'a échappé belle, mais enfin, il est sain et sauf. D'autant que son sauvetage in extremis a permis de désorganiser les rangs teutons, et cette fois-ci, la garde royale et les milices vont charger de toutes leurs forces vers Othon IV. La bataille a cette fois définitivement tourné en faveur des Français.
Et très vite, les rangs teutons vont être disloqués et beaucoup de chevaliers vont prendre la fuite. L'empereur Othon va donc aussi se retrouver, comme son homologue français, entouré de chevaliers ennemis et va avoir beaucoup de mal à s'en sortir. Et heureusement pour lui, il y a quelques-uns de ces chevaliers qui vont, pareil, lui faire une muraille et lui permettre de s'enfuir de justesse. Mais la retraite est générale et tous les chevaliers s'enfuient, ce qui représente pour eux une honte et un déshonneur suprême. Le dernier point de la bataille qui n'est pas encore remporté, ça concerne le flanc gauche, celui sur lequel Robert de Dreux a beaucoup de mal à repousser les assauts anglais. Philippe de Dreux arrive alors à son secours et parvient à renverser la situation. C'est très vite la panique, Guillaume de Salisbury est capturé et Renaud de Damartin est mis en fuite. Loin dans la forêt, les habitants de Bouvines entendent le son des cors et des trompes qui leur signifie que la bataille est terminée et qu'ils peuvent rentrer chez eux. Les conséquences de cette bataille sont retentissantes. L'Angleterre doit dire adieu à la Normandie et à l'Anjou, et Jean sans Terre, de retour au pays, devra affronter la révolte de plusieurs de ses barons qui l'ont trahi. Othon IV, lui, de son côté, à cause de sa fuite, tombera en disgrâce, et après cette défaite, il est donc contraint de laisser sa couronne à Frédéric II. La France, quant à elle, acquiert enfin un statut de puissance européenne importante, les terres des seigneurs félons sont confisquées, et le nom de Bouvines va traverser les siècles et sera à tout jamais considéré comme le plus grand succès de la chevalerie française.